Chers élèves, bonjour. Dans le cadre de l'étude de l'évolution des systèmes physiques, on a déjà fait une étude des oscillations électriques libres et forcées. Cette fois-ci, nous nous intéressons aux oscillations mécaniques. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est un oscillateur mécanique? Rappelons la définition, évidemment, vous l'avez vu en classe. Un oscillateur mécanique est un système susceptible d'effectuer un mouvement de va-et-vient de part et d'autre d'un état d'équilibre stable. Donc, citons quelques exemples. Dans la vie courante, nombreux sont les oscillateurs mécaniques, ainsi que leur application intervient dans plusieurs domaines. Donc, citons quelques exemples d'oscillateurs mécaniques. Le balancier d'une horloge constitue un exemple d'oscillateur mécanique. Il effectue un mouvement de va-et-vient de part et d'autre d'un état d'équilibre, c'est l'état vertical. Les systèmes de suspension à ressort utilisés dans les voitures et dans les motos. Les instruments de musique. Les ponts suspendus aussi constituent un exemple d'oscillateur mécanique. Au cours de cette séance, nous nous intéressons aux oscillateurs mécaniques libres, amortis et non amortis. Et dans la séance prochaine, on s'intéressera aux oscillations forcées. Dans le cas où les frottements sont négligeables et l'oscillateur n'est soumis à aucune excitation, les oscillations sont dites libres, non amorties. Étudions un exemple, le cas d'un pendule élastique sur un banc à coussin d'air. Donc, pendule élastique sur un banc à coussin d'air, c'est un exemple d'oscillateur mécanique. Voyons tout d'abord par quoi est constitué ce pendule élastique. Par un ressort aspire non jointive de masse négligeable, dont l'une des extrémités est fixée à un support, à l'autre un solide de masse M. Ce solide, bien sûr, peut se mouvoir sur ce banc à coussin d'air. Donc, au cours du mouvement pour une abscisse X, le solide est soumis d'une part à la tension T du ressort, c'est une force de rappel, d'autre part à la réaction du coussin d'air et aussi, évidemment, à son poids. Bien sûr, l'étude théorique aboutit à l'équation différentielle que vous avez déjà établie en classe, qui aboutit, en appliquant la relation fondamentale de la dynamique, aboutit à l'équation différentielle, la dérivée seconde de x par rapport à t plus k sur mx est égal à 0. Bien sûr, ce terme k sur m n'est que la pulsation propre oméga 0 au carré. C'est l'expression de oméga 0 au carré. Donc, cette équation différentielle admet comme solution x de t, élongation instantanée, égale à xm sinus oméga 0 t plus phi. Xm, c'est l'amplitude des oscillations, oméga 0, la pulsation propre, et phi, la phase initiale, avec oméga 0 égale à la racine carrée de k sur m. Donc, puisque le mouvement étant sinusoïdal, donc périodique, la période propre de pi sur oméga 0, comme vous avez. Donc, en remplaçant oméga 0 par son expression, on aboutit à la période, l'expression de pi racine de m sur k. Donc, vous voyez très bien que cette période propre dépend de m et de k. Donc, T0 n'est fonction que de m, ne dépend que des grandeurs caractéristiques de l'oscillateur, à savoir la masse du solide S et la raideur du ressort. Les autres grandeurs, amplitude xm et phase initiale, dépendent des conditions initiales. Donc, vérifions ces résultats expérimentalement. Donc,
dans ce qui suit, on va essayer de vérifier ces résultats, commençant par l'amplitude et la phase initiale. Donc, dans un premier cas, on va allonger le ressort d'une distance D est égale à 3 cm. Donc, selon l'orientation sur le schéma, l'allongement va nous donner une élongation initiale x0 est égale à D à plus 3 cm, mais on va abandonner le solide à lui-même sans vitesse initiale. L'enregistrement graphique nous fournit le diagramme de mouvement suivant. Donc, en repérant la valeur maximale de x et la valeur minimale, donc x varie entre 3 et moins 3, donc 3 n'est que l'amplitude des oscillations. Maintenant, si on écarte maintenant d'une autre distance, D est égal à 5 cm, comme vous voyez là, et on abandonne le système à lui-même, toujours le mouvement est un mouvement sinusoïdal, et l'amplitude n'est égale à 5, c'est la distance avec laquelle le solide a été écarté et le solide est abandonné sans vitesse initiale. Donc, xm est égal à x0. x0, c'est la distance avec laquelle le solide a été écarté puis abandonné. J'insiste sur le fait que le solide est abandonné à lui-même sans vitesse initiale. Donc, on a dit amplitude et phase initiale. Comment nous cherchons phi? Donc, il suffit de revenir à l'équation horaire établie tout à l'heure. X est égal à xm sinus oméga 0 t plus phi, remplaçant t par 0. Donc, nous trouvons x0 égal à xm sinus phi. Donc, sinus phi égale x0 sur xm, puisque ici x0, c'est l'amplitude. Donc, x0 égale à xm, sinus phi égale à 1, ce qui permet de dire phi est égal à pi sur 2 radians. Une remarque, bien sûr, phi dépend du choix de l'origine des temps. Si, par exemple, on prend comme origine des temps l'instant du passage du solide par sa position d'équilibre, donc phi prend une autre valeur. Ici, donc, si on prend comme origine des temps passage par la position d'équilibre vers les élongations décroissantes, donc vous allez, un petit calcul vous donne que pi est égal à pi. Ou bien, en passant, l'origine des temps est choisie lorsque le solide passe par sa position d'équilibre vers les élongations croissantes, donc pi va prendre une autre valeur, c'est 0, bien sûr. Évidemment, vous êtes habitué à ce type de calcul. Donc, maintenant, voyons ce qui se passe si, au lieu d'allonger le ressort, on va le comprimer. Donc, on comprime le ressort. Toujours, on va essayer de voir, on va prendre D est égal à 3 cm, toujours de la même façon. Donc, puisqu'on a comprimé le ressort, c'est-à-dire x0, c'est algébrique, x0 c'est moins 3 cm, toujours V0 est égal à 0 mètres par seconde. Le diagramme de mouvement, obtenu par enregistrement graphique, nous donne la courbe, le diagramme de mouvement suivant. Comme vous voyez, donc l'amplitude x oscille entre deux valeurs limites, entre 3 et moins 3. Autrement dit, l'amplitude est égale à 3 cm. Donc, xm est égal à la valeur absolue de x0. Donc, voyons sinus phi. De la même façon, revenons à t est égal à 0. Sinus phi égale x0 sur xm est égal à moins 1 et phi est égal à moins pi sur 2 radians. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc phi dépend aussi de l'origine, toujours de l'origine, du choix de l'origine. Donc, elle peut prendre une autre valeur, soit 0 ici, c'est égal à 0, vers les élongations croissantes, puis, ou bien n'importe quelle autre valeur, si on prend l'origine des temps, une autre date.
Donc, en conclusion, lorsque la vitesse initiale avec laquelle le solide est abandonné est nulle, x0 soit positif, soit négatif, c'est algébrique. Donc, xm est égal à la valeur absolue de x0 est égale à la distance d. Voyons maintenant si on écarte le solide de sa position d'équilibre, ou bien on comprime le ressort, ou bien on l'allonge, mais on va lancer, on va lâcher le solide avec une certaine vitesse initiale. C'est-à-dire, par exemple, à l'instant t est égal à 0, x0 est égal à d est égal à 3 cm, on prend 3 cm pour qu'on puisse comparer les résultats trouvés, mais v0, une première valeur de la vitesse initiale, positive par exemple. L'enregistrement graphique nous donne le diagramme de mouvement suivant. Nous remarquons que x0 est égal à 3, mais la valeur maximale de x est une valeur supérieure à 3. Donc, repérons l'amplitude. L'amplitude est égale ici à 4 cm. Donc, x varie entre les deux valeurs limites, 4 et moins 4. Donc, essayons de voir ce qui se passe si on va prendre une autre valeur. On va conserver x0 égal à 3 cm, mais une autre valeur de la vitesse initiale, v0 positif, c'est-à-dire on lance le solide à l'instant t est égal à 0 vers les élongations positives. Donc, on obtient le diagramme de mouvement suivant. Donc, on a la deuxième expérience avec une vitesse initiale supérieure à la vitesse précédente, on obtient le diagramme suivant. Comme vous voyez, l'amplitude est égale à une valeur supérieure à la précédente, à la valeur précédente avec une vitesse plus faible. Donc, on conclut que xm est supérieur à d, puisque la vitesse initiale est non nulle, et aussi que l'amplitude augmente avec la valeur de cette vitesse initiale. Donc, si on tire une petite conclusion générale, donc xm, l'amplitude dépend de x0 et de la vitesse initiale, et la phase initiale phi dépend toujours du choix de l'origine des temps. Voyons maintenant, dans le cas où la vitesse initiale est non nulle, comment on détermine théoriquement xm, l'amplitude de xm, et la phase initiale phi. Donc, détermination théorique de l'amplitude de xm et de la phase initiale phi. Donc, il suffit de revenir à la loi horaire x est égal à xm sinus oméga t plus phi, mais à l'instant t égale à 0. Donc, la loi horaire nous donne cette première équation x0 égale à xm sinus phi, c'est en remplaçant t par 0, ce qui permet de dégager sinus phi. Sinus phi est égal à x0 sur l'amplitude, c'est une première équation à utiliser. Si on revient à l'expression de la vitesse instantanée, je vous rappelle que la vitesse instantanée, c'est la dérivée de x par rapport à t, qui donne xm oméga 0 cosinus oméga 0 t plus phi, mais à t est égal à 0, v0 égale à xm oméga cosinus phi. De la même manière, on va tirer cosinus phi. Cosinus phi est égal à v0 sur oméga 0 xm. Bien sûr, oméga 0 la pulsation propre, xm l'amplitude, v0 la vitesse initiale. Donc, on peut exploiter ces deux équations pour déduire l'amplitude xm et la phase initiale. On a un choix, soit on choisit xm, à déterminer xm tout d'abord, puis phi, ou bien le contraire. Donc, si on choisit à déterminer xm, il suffit de lever donc sinus, la première expression au carré et la deuxième au carré pour faire disparaître phi, puisque sinus carré, cosinus carré égale à 1,
x0 au carré sur xm au carré plus v0 au carré oméga 0 au carré xm au carré. Donc, on aboutit à cette équation. Donc, il suffit de tirer xm. Donc, xm égale à la racine carrée x0 carré, v0 carré, oméga 0. Donc, rappelons ce qu'on a dit tout à l'heure. Regardez l'expression de xm de l'amplitude. Elle dépend de l'abscisse de l'élongation initiale et aussi de la vitesse initiale. Donc, une fois ce calcul est fait, vous avez le choix. Donc, vous revenez soit à la relation 1 ou bien la relation 2 pour faire dégager phi. Par exemple, sinus phi est égal à x0 sur xm. Donc, bien sûr, lorsqu'on calcule phi, il faut bien vérifier les conditions initiales parce que le solide peut passer soit vers les élongations croissantes ou bien vers les élongations décroissantes. Donc, je vais vous rappeler, comme je viens de vous rappeler au début de la séance, que la période propre est égale à T0 égale 2pi racine de m sur k. En classe, vous avez dégagé cette relation en traçant expérimentalement les deux courbes T0 en fonction de m et T0 en fonction de 1 sur k, à savoir m c'est la masse du solide et k la raideur du ressort. Mais on va essayer de vous rappeler comment on a exploité ces deux courbes en classe pour aboutir à l'expression de la période propre. Donc, si nous prenons la première courbe, T0 au carré en fonction de la masse, c'est une droite linéaire. T0 au carré s'écrit sous la forme d'une constante fois m. Donc, au cours de cette expérience, on a maintenu la constante, la raideur du ressort est constante. Donc, la période propre n'est proportionnelle qu'à racine de m. C'est-à-dire, cette relation se traduit par T0 égale à P1. P1 est une constante de proportionnalité fois racine de m. C'est une relation 1. Si nous regardons la courbe 2, T0 au carré en fonction de l'inverse de la raideur du ressort, en maintenant au cours de cette expérience la masse constante, T0 proportionnelle à l'inverse de la racine carrée de la raideur K du ressort. Donc, T0 proportionnel à 1 sur racine de K, ce qui permet d'écrire une relation analogue à la première, T0 égale P2 racine de 1 sur K. Donc, nous savons très bien que si une grandeur est proportionnelle à deux autres grandeurs, cette grandeur est proportionnelle à leur produit. Donc, je conclus que la période propre est proportionnelle à racine de m, la racine carrée de la masse, multipliée par 1 sur racine de k, est égale à p racine de m sur k. Donc, si nous regardons la relation 3 et 1, ou bien 3 et 2, comme vous voulez, donc on va repérer les deux relations 3 et 1, nous pouvons dégager, si je regarde la relation 1, T0, P1 racine de m, et la relation 3, P égale racine de m sur racine de k. Donc, je conclus que P1 n'est que P sur racine de k. Donc, le but, c'est de dégager P égale P1 racine de k. Donc, c'est une relation très importante là, P1 racine de k. Alors, c'est sûr, vous pouvez calculer facilement la pente P1 et vous avez la constante de la raideur du ressort. Ce calcul nous donne la valeur
2π. Ce rappel étant fait, je vais vous proposer une autre méthode permettant de déterminer ou bien de dégager l'expression de la période propre, et ceci en mesurant chaque fois la période de l'oscillateur à partir du diagramme de mouvement, et ceci en modifiant chaque fois l'un des paramètres, l'amplitude xm, la masse du solide, ou bien la constante du reader, la constante du ressort K. Commençons par influence maintenant de l'amplitude sur la période propre de l'oscillateur. Donc, on choisit une amplitude xm égale à 2 cm. Mesurons la période propre. La mesure nous donne T0 est égal à 1 seconde. Donc, bien sûr, la période, c'est la durée qui sépare soit le passage par 2 maximum, ou bien 2 minimum, ou bien par la position moyenne dans le même sens. Si nous prenons une autre amplitude, 3 par exemple, vous remarquez que toujours la période propre est égale à 1 seconde dans ce cas-là. C'est-à-dire, la période propre ne dépend pas de l'amplitude des oscillations. Donc, voyons maintenant l'autre facteur, la masse, qui est l'une des grandeurs caractéristiques de l'oscillateur. Donc, influence de la masse du solide. On va maintenir le même ressort, c'est-à-dire la même raideur K, fixée à 10 Nm moins 1. On va commencer par une masse M1 du solide, qui est égale à 250 grammes. L'enregistrement graphique nous donne le diagramme de mouvement suivant. Et on va chaque fois mesurer la période. La période propre est égale à 1 seconde. Donc, changeant le solide par un autre de masse M2 égale à 1000 grammes, le ressort étant maintenu le même, donc l'enregistrement graphique nous donne le diagramme suivant. Mesurant la période propre, nous trouvons que T0 est égal à 2 secondes. Donc, M1 était 250 grammes, la période était 1 seconde, M2, 1000 grammes, la période propre, 2 secondes. Donc, prenons une autre valeur de la masse, M1 égale à 800 grammes par exemple, K est égal à 10 newtons par mètre. Donc, le diagramme du mouvement nous permet de déterminer une autre valeur de la période, T0 égale à 1,77 secondes. Donc, si à l'aide de ces valeurs, de ces différentes valeurs de la période propre, avec la raideur constante, on dresse le tableau suivant. On va rassembler ces résultats, ces mesures dans le tableau. Donc, comme vous voyez, pour la masse de 250 grammes, 250 kg, la période était de 1 seconde. 800 grammes, 1,77. 1000 grammes, 2 secondes. Donc, lorsque la masse augmente, la période propre est en train d'augmenter. Voyons, analysons ces mesures pour voir comment varie la période propre avec la variation de la masse. Donc, la première des choses, on pense à une relation de proportionnalité. Donc, si vous regardez M1 et M4, donc la masse est multipliée par 4, la période s'est multipliée seulement par 2. Donc, cette relation de proportionnalité n'est pas valable ici. Donc, peut-être nous pensons à une relation d'une puissance entière. Peut-être la période
est proportionnel à une puissance entière de la masse. Si cette condition existe, la période doit augmenter plus rapidement que la masse. Ce n'est pas le cas. La masse s'est multipliée par 4, alors que la période se multiplie uniquement par 2. Donc, c'est très logique de penser à une relation de proportionnalité entre T0 et racine de m, racine de la masse. Alors, si on réalise, ou bien on calcule le rapport T0 sur racine de m, on trouve les résultats suivants. Pour la première mesure, T0 sur racine de m est égal à 2. Pour la deuxième, 1,98. Pour la troisième, 2. Donc, nous pouvons conclure que ce rapport est égal à une constante. Donc, T0 sur racine de m égale à une constante, aux erreurs bien sûr expérimentales près. Donc, nous pouvons dire que la période propre est proportionnelle à racine de m. La période propre est proportionnelle à racine de m. Donc, cette expérience étant réalisée, voyons l'influence de la deuxième grandeur caractéristique du ressort, la raideur du ressort. Influence de la raideur K du ressort. Donc, on va maintenir la masse constante. Donc, M égale à 1000 grammes, une première valeur de K, 10 newtons par mètre. L'enregistrement graphique nous donne la courbe suivante. Donc, de la même manière que tout à l'heure, on va mesurer la période propre, on trouve la période propre est égale à 2 secondes. Donc, M égale 1000 grammes, K1, 10 newtons par mètre, la période propre est égale à 2 secondes. Donc, prenons une deuxième valeur. Donc, M égale toujours à 1000 grammes, K2 est égal à 40 newtons par mètre. L'enregistrement graphique nous donne le diagramme suivant. Donc, mesurant la période, on trouve T02, 1 seconde. Essayons de retenir ces valeurs. Donc, pour K égale à 20 Nm moins 1, la masse étant toujours maintenue égale à 1000 grammes, le diagramme de mouvement nous permet de mesurer encore une troisième valeur de la période propre. Donc, vous trouvez T01, T03, la troisième valeur, troisième mesure, est égale à 1,4. Donc, de la même façon, avec ces trois valeurs, on va essayer de récapituler dans un tableau de mesure. Donc, la masse est égale à une constante, est égale à 1000 grammes. K égale à 10, 2 secondes, 20, 1,4 secondes. Comme vous voyez là, 40 newtons par mètre 1. Donc, voyons comment varie cette période propre en fonction de K. Donc, si K augmente, regardez bien, K augmente de 10, 20, 40, la période propre de 1,4, 1, c'est-à-dire la période diminue. La période propre diminue donc lorsque K augmente. Voyons la relation. Est-ce que c'est une relation est-ce qu'elle est inversement proportionnelle? Est-ce que T0 est inversement proportionnel à K? La première des choses donc à penser. T0, K, je divise par 2. Donc, la période ne se divise pas par 2. Donc, elle n'est pas inversement proportionnelle à K. Peut-être, on pense à une puissance entière. Est-ce qu'elle est inversement proportionnelle à une puissance entière? Donc, elle doit diminuer plus rapidement que K. Ce n'est pas le cas ici. Donc, nous pensons que peut-être T0 est proportionnel à l'inverse de la racine de K. Donc, si nous calculons le produit période propre fois racine de K,
nous trouvons que pratiquement est égal à une constante. Pour la première mesure, 6,32, 6,26, 6,32. Donc, aux erreurs expérimentales près, ce produit est égal à une constante. Donc, T0 racine de k est égal à une constante, ce qui permet de dire que T0 égale une constante multipliée par 1 sur racine de k. Autrement dit, la période propre est proportionnelle à 1 sur racine de k. Donc, la première expérience a permis de conclure que la période propre est proportionnelle à racine de m, maintenant proportionnelle à 1 sur racine de k, c'est-à-dire la période propre est proportionnelle à racine de m sur k. Donc, si nous prenons un exemple de mesure, quelques valeurs, donc on peut déterminer cette constante k de la même manière que tout à l'heure, que c égale à peu près à 6,3, que n'est que la valeur de pi, d'où la période propre est égale à 2pi à racine de m sur k. Donc, ceci étant fait, maintenant, on va voir ce qui se passe si les frottements ne sont pas négligeables. Donc, lorsque les frottements ne sont pas négligeables, les oscillations libres sont alors amorties. Donc, dans le cas où les frottements ne sont pas négligeables, les oscillations sont amorties. Voyons le dispositif d'étude. Donc, toujours vous avez le banc à coussin d'air, le ressort, le solide, mais maintenant, le solide est attaché à une palette, la palette qui plonge dans un liquide. Bien sûr, la palette, on peut utiliser des palettes de surface différentes pour modifier à volonté l'amortissement. De la même manière, le liquide intervient dans l'amortissement. La viscosité du liquide influe sur l'amortissement. Plus le liquide est visqueux, plus l'amortissement est important. Donc, si on enregistre graphiquement quelques diagrammes de mouvement pour voir ce qui se passe, maintenant on utilise une palette de faible surface, par exemple S1. L'enregistrement graphique nous donne le diagramme de mouvement suivant. D'accord? Donc, vous remarquez qu'il y a une diminution de l'amplitude. Donc, d'ailleurs, nous disons amplitude, mais en fin de compte, c'est une élongation maximale, parce que le mouvement, les oscillations ne sont plus périodiques. D'accord? Le passage, comme vous voyez, le passage par la position d'équilibre reste périodique, mais attention, les oscillations ne sont plus périodiques et ne sont plus sinusoïdales, car l'élongation maximale est en train de diminuer au cours du temps. Donc, les oscillations ne sont plus périodiques, ne sont plus sinusoïdales, elles sont dites pseudo-périodiques. Donc, voyons si on augmente davantage l'amortissement par l'utilisation d'une deuxième palette de surface S2 supérieure à S1. Donc, l'enregistrement graphique nous donne le diagramme suivant. Donc, maintenant, amortissement plus important, la diminution de l'amplitude est plus remarquable. D'accord? Est plus remarquable. La pseudo-période est pratiquement égale à la période propre, parce que la diminution ici est très faible. Donc, augmentons encore l'amortissement par l'introduction d'une palette de surface S2 supérieure à la précédente, à la surface de la palette précédente. L'enregistrement graphique nous donne, là, vous voyez très bien que
l'amortissement est plus important, la diminution est beaucoup plus remarquable, ainsi que le nombre d'oscillations. Donc, le nombre d'oscillations diminue avec l'amortissement. D'accord? Voyons maintenant si on veut repérer, déterminer, mesurer la pseudo-période. Donc, en repérant le premier maximum, le deuxième, donc c'est la pseudo-période, et la période propre de tout à l'heure était de 1 seconde, T0. Donc la pseudo-période, maintenant, on l'observe très bien qu'elle est légèrement supérieure à la période propre. Donc, si on augmente davantage l'amortissement, par bien sûr l'utilisation des palettes de surface plus grandes, ou bien la modification du liquide, changer le liquide par un autre liquide de viscosité plus importante, on peut obtenir les régimes suivants. Comme vous voyez là, alors l'amortissement très important là, le solide arrive à dépasser sa position d'équilibre, mais rapidement il revient à sa position d'équilibre, mais ce régime est encore pseudo-périodique. Dans un autre cas où l'amortissement est plus important, nous remarquons que le solide revient à sa position d'équilibre sans la dépasser. Donc, il n'effectue aucune oscillation. À ce moment-là, le régime est qualifié régime apériodique. Donc, surtout, s'il vous plaît ici, à ne pas faire la confusion pour ce régime. C'est vrai, l'amortissement est important, mais une fois il arrive à dépasser la position d'équilibre, le régime est encore pseudo-périodique et n'est pas encore apériodique. Donc, lorsqu'il revient à sa position d'équilibre, sans la dépasser, le régime est qualifié apériodique, c'est-à-dire que l'oscillateur n'effectue aucune oscillation. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau énergétique de l'oscillateur amorti. Donc, énergie du pendule élastique en régime amorti. Donc, rappelons le dispositif d'étude. Alors, les forces qui interviennent, bien sûr la tension, la réaction, le poids solide, à ne pas oublier les forces, les frottements qui sont équivalents à une force F. Donc, la relation fondamentale de la dynamique, rapidement, je vous rappelle ceci, nous permet d'aboutir à l'équation différentielle m dérivée seconde de x plus h dx sur dt plus kx, puisque la force de frottement de type visqueux s'écrit sous la forme moins h fois v. V, c'est la dérivée de x par rapport à t. Donc, faisons une étude énergétique. Pour ceci, bien sûr, on définit notre système. Donc, on considère le système formé par le solide et le ressort. L'énergie, comme vous savez, l'énergie mécanique est égale à la somme des deux formes d'énergie, énergie cinétique et énergie potentielle élastique, 1 demi de mv au carré plus 1 demi de kx au carré, m la masse du solide, v la vitesse du solide, k la raideur du ressort et x l'élongation, bien sûr, à l'instant considéré. Donc, si h différent de 0, E varie. Bon, voyons comment est cette variation. Donc, il suffit de dériver l'énergie